À l'ONU, un diplomate russe vient d'accuser l'Occident de complicité de terrorisme, pas en privé, pas dans un média local, devant la communauté internationale. Comment un discours diplomatique peut-il franchir une telle ligne? Bienvenue. Ce qu'on va décrypter aujourd'hui, c'est précisément ce discours russe sur l'escalade en Ukraine. Pas pour valider ou condamner, mais pour comprendre la mécanique. Comment les mots sont choisis, comment les arguments s'enchaînent, et surtout à qui ce message s'adresse vraiment. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple déclaration, c'est une construction rhétorique très calculée, et autant le dire immédiatement, c'est frontal, sans compromis. Le texte s'ouvre de manière brutale. L'orateur parle d'emblée de ses anciens partenaires arrogants et les accuse de daltonisme politique. Daltonisme politique, c'est une façon imagée de dire qu'ils ne voient que ce qui les arrange. C'est une stratégie d'entrée en matière classique, mais redoutablement efficace. En commençant sur le thème du deux poids deux mesures, il cherche à disqualifier par avance toute contestation. Le sous-texte est clair. Quoi que vous disiez sur nous sera partial. C'est une technique rhétorique de base. Ce qui compte, c'est pas tant le contenu que le cadrage. Ici, le cadre positionne immédiatement la Russie comme victime d'une injustice systématique. Et ce n'est pas juste suggéré, c'est explicitement affirmé. Le document mentionne une cécité sélective qu'il attribue au secrétariat de l'ONU. Selon eux, quand Moscou frappe une infrastructure, les condamnations fusent de partout. Mais quand des civils russes meurent sous des frappes ukrainiennes, personne ne bronche. Pour que cette accusation ait du poids, ils produisent des données chiffrées. Ils avancent que pour décembre 2025 uniquement, 367 civils russes ont été touchés par des attaques ukrainiennes, dont 56 décès. En fournissant ces statistiques, ils transforment une plainte générale en acte d'accusation précis. Le silence occidental devient alors, dans leur récit, non pas une simple absence de réaction, mais une forme de couverture active. Ils vont même jusqu'à employer le terme complicité. Juridiquement, c'est un mot qui porte énormément. D'accord, donc on a un cadre établi. Russie victime, Occident complice. Mais cela ne justifie toujours pas leur propre frappe massive sur l'Ukraine. Comment passe-t-il de la plainte à la légitimation de leurs actions? C'est là qu'intervient le second pilier de leur discours. Tout est systématiquement présenté sous l'angle de la riposte. La riposte, pas l'attaque. Le mot est crucial. Dans leur narration, rien n'est jamais offensif, tout est réactif. Leurs frappes, disent-ils, répondent à une agression ukrainienne visant notamment la résidence présidentielle et des installations civiles russes. Ils ne cachent pas avoir frappé, mais ils en modifient la signification morale. Ils ne sont plus les agresseurs, ils deviennent ceux qui ripostent. Et ils détaillent avec précision ce qu'ils auraient ciblé. Le discours martèle: aucune cible civile, uniquement des infrastructures militaro-industrielles, usines d'armement, transport, aérodromes, ports. Ils mentionnent aussi les positions de ce qu'ils appellent des mercenaires étrangers. C'est une énumération très maîtrisée. Le message destiné à la communauté internationale est limpide. Nous menons des opérations ciblées, propres. Mais au milieu de cette justification technique, ils insèrent un élément qui n'a rien à voir avec la défense. C'est purement dissuasif. Vous parlez de la référence au missile Oreshnik. Exactement. Ce nom surgit dans le texte et le ton bascule instantanément. Il précise qu'aucun système de défense aérienne existant ne peut le contrer. Oreshnik, pour beaucoup d'observateurs, c'est un nom nouveau. Qu'est-ce qui le rend si particulier? En le citant et en insistant sur son caractère ininterceptable, il signale implicitement une technologie hypersonique. C'est-à-dire? Un projectile capable de dépasser 5 fois la vitesse du son tout en manœuvrant en vol. Pour simplifier, imaginez essayer d'intercepter une balle de fusil avec un filet à papillon. C'est presque impossible. Donc, en pleine intervention diplomatique, ils font de la publicité militaire. Ce n'est pas anodin. En nommant cette arme dans ce contexte, ils convertissent une tribune onusienne en vitrine technologique. Autrement dit, le message ne s'adresse plus seulement à Kiev, mais directement au planificateur de l'OTAN. La question implicite est: avez-vous une parade? C'est de la guerre psychologique menée via un canal diplomatique, assez remarquable dans sa frontalité. Après cette démonstration de force, ils abordent un autre terrain, celui des victimes civiles ukrainiennes. Et là encore, la stratégie est de retourner l'accusation. Ils affirment que la majorité de ces victimes résultent non pas de leurs frappes, mais des systèmes de défense antiaérienne ukrainiens eux-mêmes. C'est un renversement complet. Ont-ils des preuves pour étayer cette affirmation? Non, c'est une assertion brute, et c'est précisément là que réside la puissance rhétorique. Ils n'ont pas besoin de prouver. Dans ce type de forum, énoncer suffit. Cela installe le doute, force l'adversaire à se justifier.
Technique classique de brouillage informationnel. Pour renforcer leur version, ils ne s'en tiennent pas à des généralités, ils se concentrent sur un cas précis qu'ils qualifient d'attentat terroriste contre le village de Curly. Et c'est là que le discours change complètement de registre. On passe d'une argumentation froide à une narration chargée émotionnellement. C'est le sommet de leur construction argumentative. Ils veulent provoquer une réaction viscérale chez l'auditoire. Les détails qu'ils donnent sont très précis. Ce n'est pas juste une frappe sur un village. Ils décrivent un café d'hôtel bondé de familles, d'enfants, de touristes, tous réunis pour célébrer le nouvel an 2026. Et ils ajoutent que l'attaque est survenue au moment exact où sonnaient les cloches du Kremlin. C'est une mise en scène narrative. Chaque élément est sélectionné pour maximiser l'impact émotionnel. Le lieu, Curly, présenté comme une station balnéaire paisible. Ils insistent aucune installation militaire, jamais. Le moment, le réveillon, symbole de joie et d'espoir. Les victimes, familles, enfants. Le but est de construire l'image d'un acte criminel intolérable. Et les chiffres arrivent avec la même précision. 29 morts, dont 2 enfants, plus de 30 blessés. Pour éliminer toute hypothèse d'erreur, il mentionne un drone de reconnaissance qui aurait survolé la zone longuement avant l'impact. C'est l'élément pivot. Avec ce détail, il passe de tragédie à acte prémédité. L'accusation est limpide. Les opérateurs ukrainiens savaient parfaitement qui ils visaient. Pas une bavure, un choix. Et c'est cette notion de préméditation qui leur permet ensuite de désigner le gouvernement ukrainien comme régime terroriste. Un régime qui, selon leur logique, massacre intentionnellement ses propres citoyens, puisqu'il considère cette région comme russe. L'ironie est cinglante. En établissant l'Ukraine comme entité terroriste, ils ferment définitivement certaines portes. Et cette qualification de régime terroriste n'est pas anodine. Elle mène directement à la conclusion diplomatique de ce discours, une conclusion sans appel, C'est-à-dire, vers une impasse totale, mais volontaire et assumée. Le texte rejette catégoriquement toute diplomatie qui ne reposerait pas sur leurs conditions. les appels internationaux au cessez-le-feu, ils les qualifient d'incantation. Selon eux, cela ne servirait qu'à offrir un répit à Kiev. Toute proposition qui n'intègre pas une victoire russe sur le terrain est donc considérée comme irrécevable. Et le ton devient même sarcastique. Les propositions de paix ukrainiennes sont qualifiées d'absurdes. Mais la pique la plus acérée vise la Commission européenne qui commencerait seulement à envisager un dialogue. La question posée, où étiez-vous avant? C'est un mélange de rancœur et d'affirmation de supériorité retrouvée. Le sous-texte est transparent. Quand nous souhaitions dialoguer, vous avez pensé pouvoir l'emporter. Vous avez préféré l'affrontement. Maintenant que le rapport de force a évolué en notre faveur, il est trop tard pour faire machine arrière. Autrement dit, la fenêtre de négociation dans des termes acceptables pour Kiev s'est refermée. La position finale ne laisse aucune ambiguïté. Je cite: tant que le dirigeant de Kiev ne reviendra pas à la raison et n'acceptera pas des conditions réalistes, nous continuerons à régler le problème par la force. C'est une annonce de poursuite des hostilités, ni plus ni moins. Et pour que personne ne se méprenne, ils ajoutent un avertissement. Les conditions vont se durcir. Chaque jour de résistance ukrainienne supplémentaire amputera davantage son avenir. Le texte aurait pu s'achever là, mais il comporte un dernier paragraphe qui ne vise plus Kiev, mais les capitales occidentales. La boucle se referme. Ils ont ouvert en accusant l'Occident de complicité. Ils terminent en le menaçant de responsabilité directe. La culpabilité est étendue bien au-delà de ceux qui exécutent. Elle englobe ceux qui fournissent les moyens et l'appui politique. Donc toute assistance à l'Ukraine est assimilée à un soutien au terrorisme. Au final, ce document offre une fenêtre remarquable sur la construction narrative russe actuelle. Une Russie qui se présente comme victime contrainte à la légitime défense face à un régime terroriste appuyé par un Occident hypocrite, et simultanément une affirmation de force militaire absolue. Ce qui frappe dans ce discours, c'est l'insistance sur un seul critère de vérité, la réalité du terrain. Sauf que cette réalité, chaque partie la lit différemment. Quand un camp parle de terrorisme et l'autre de résistance, quand l'un accuse et l'autre riposte, il ne reste qu'un langage, celui des armes. Et c'est précisément ce que ce discours vient de confirmer. La diplomatie n'est plus un moyen de résolution, elle est devenue un outil de justification. Une question reste ouverte. Comment sortir de cette spirale quand les mots eux-mêmes ne signifient plus la même chose pour chacun? Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. À très bientôt pour de nouveaux décryptages géopolitiques. Merci à tous.